Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'ami Skull Kid. Comment vas-tu? C'est moi, oui, bonjour, ça va, bonjour à tous, bonjour Jules, merci pour l'invitation. Première fois en duo sur la chaîne, même si nous avons déjà conversé sur la 7e illusion. Ça devient la Oui, tradition estivale, là, après JB illustre connu il y a c'est vrai. quelques jours là, sur Lovely Bones. Aujourd'hui, on va parler d'un film totalement différent. Vraiment, là pour le coup, il y a autant de points communs entre Lovely Bones et ce film que entre la moutarde et, je sais pas moi, des punaises. Ça commence bien, c'est un bon début, c'est une belle intro, c'est magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du cinéma, c'est palpable, c'est de l'action, c'est du polar, du film de gangster, c'est hongkongais et c'est Exilé, ou en version originale Fang Jook, réalisé par Johnny To, sorti en 2006. Et oui, alors sur la chaîne, j'avais déjà parlé de The Mission, mais ici, je découvre un film que tu connais bien, c'est toi qui me l'as conseillé. Alors, avant justement de faire ce préambule-là, on va quand même préciser qu'au casting, on retrouve beaucoup d'acteurs qu'on a vus dans The Mission. C'est un petit peu les favoris, on va dire, de Johnny To à l'époque, Anthony Wong, Francis Ng, Roy Chung ou encore Lam Sweat. Par contre, Nick Chang, qui joue le rôle principal de celui qui va être menacé, lui, il n'était pas dans The Mission, mais il était dans d'autres films sortis juste avant. Donc, c'est un beau mix et tout. Et alors, comme tout film de gangster mafieux, enfin mafieux si on veut, action thriller, ça va être un film d'homme, hein, autant le dire, même s'il y a un personnage féminin principal qui est très important et qui est joué par Josie Ho. Et c'est un des premiers personnages qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et l'histoire se déroule, alors c'est ça qui est assez étonnant aussi, mais je crois que c'est pas la première fois qu'il le fait Johnny To dans son cinéma, à Macao, en 1998. Et c'est très intéressant parce que Macao, l'année d'après, sera rétrocédé à la Chine et Hong Kong a été rétrocédé à la Chine l'année d'avant. Nous sommes dans une sorte d'entre-deux intéressant. Il va y avoir une sous-jacence sociale et politique derrière, même si le film, bien sûr, est avant tout une histoire d'amitié. Amitié à reconstituer parce que nous avons un des tueurs à gages des triades chinoises, hein, grosso modo, qui s'appelle Wu, qui s'est exilé, d'où le titre, exilé à Macao avec sa femme et son enfant, son bébé, pour fuir évidemment ce milieu, pour vivre sa vie tranquillement. Mais est-ce que c'est possible pour ces gangsters-là de vivre une vie tranquille? Et ça, on le voit beaucoup dans le cinéma de John Woo, etc. C'est l'idée du destin. Et alors, c'est ça qui est très étonnant. 4 de ses amis vont venir toquer à sa porte. Enfin, c'est sa femme qui est là. 2 pour le tuer, 2 pour le protéger. Et ils vont se rencontrer et se dire, mais attends, on se connaît tous là. On était potes, on a fait les 400 coups ensemble à dos. Il va y avoir une petite confrontation, on va dire Mexican standoff habituelle, mais derrière, il va y avoir aussi une prise de conscience. Et si finalement on ne s'en fichait pas de tout ça et qu'on profitait un peu des choses, tant que ce soit encore possible, parce qu'on sent quand même que malheureusement, le fatum les rappellera à eux. Du coup, ils vont plutôt s'en prendre à celui qui veut faire tuer Wu. Ils veulent faire un dernier casse aussi et vivre peut-être des derniers instants dans ce monde qui ne leur appartient plus vraiment, ou qu'ils peuvent pas vraiment y vivre. C'est intéressant que ce soit délocalisé à Macao comme ça. Et donc, c'est une histoire de cohésion de groupe qu'on avait vu dans The Mission, mais autrement, ici, c'est des anciens qui se reconnaissent entre eux, alors que dans The Mission, c'était des gens qui ne se connaissaient pas et qui arrivaient à peu près à s'associer, etc. Alors, mon cher Skull Kid, dis-nous déjà comment tu as découvert ce Exilé et est-ce que ton avis a changé au revisionnage? Parce que c'est toujours possible. Alors, j'avais découvert ce film, moi je suis un enfant d'Internet, donc j'ai découvert avec une vidéo sur YouTube, la vidéo du coin du bis, qui s'appelle Exilé, le dernier gunfight, je crois. Qui parle notamment de la scène de fin d'Exilé, le dernier gunfight du film, et donc peut-être le dernier gunfight de l'histoire du cinéma, qui sait. Du coup, moi, de Johnny To, j'avais juste vu Élection 1, qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable, d'autant plus que ça marche beaucoup en ditique avec Élection 2, qui est sorti juste après, donc je pense que voir que le 1, ça n'a pas grand intérêt. Du coup, moi, j'étais intéressé par le cinéma hongkongais. Je commençais à découvrir notamment Choi Ark. Et Johnny To est un grand nom de cette vague, en fait, qui vient après ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise qui est arrivée dans les années 80-90, qui vient après notamment la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et donc, j'ai regardé le film après avoir vu cette vidéo. Ça m'avait énormément marqué.
Et quand il a été question de faire un duo avec Jus, je cherchais un des films que j'avais vu et que lui n'avait pas chroniqué sur les 3500 films qui sont disponibles en critique sur la chaîne. Et j'ai vu qu'il y avait The Mission, que j'avais pas vu, qui est un peu un diptyque avec Exilé, mais il n'y avait pas Exilé. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de le revoir. Et je te l'ai proposé, et je l'ai revu il y a peu. C'est effectivement un très bon film, je trouve. Mon avis n'a pas spécialement changé. C'est toujours un excellent film, même si ce n'est pas à porter au nu comme j'ai pu le faire. Hein. Je pense qu'il y a certaines époques où j'ai pu le mettre dans mon top 10. Bon, je le referai pas aujourd'hui, mais c'est effectivement un excellent film tout de même. Et toi, qu'en as-tu pensé? Je crois que tu as aimé, il me semble. Ah bah oui, mais c'est vrai que déjà The Mission, il y avait quelque chose, une atmosphère, une ambiance, parce que je pense que Johnny To, il fonctionne ainsi, à l'image de John Woo, c'est une sorte d'héritier de John Woo, si on veut, où il crée des choses spatialement et temporellement, on y reviendra, autour de ces personnages, et ils avancent tant bien que mal, plus ou moins, dans leur périple qui est tout tracé, même s'ils essayent de dévier du chemin. Bon, là, on est en plein dedans. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que bon, je m'attendais à voir donc du Heroic Bloodshed, hein, vous voyez, où ça va canarder entre gangsters, etc. Mais ça va au-delà aussi. Il y a même un feeling extraordinaire où on est dans du western crépusculaire urbain, et pas que urbain, parce qu'on reviendra, dans la zone spoiler, on évoquera l'échappée belle potentielle, cette parenthèse peut-être illusoire, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et alors, sur le plan esthétique, soyons pas surpris. Johnny To, déjà, donc, dans The Mission, moi, j'avais que cet exemple-là. Il gérait très, très bien donc, ce qu'il pouvait, comment découper formellement des scènes d'action, par exemple. Sur le montage, mais aussi sur le placement donc, de chaque protagoniste. C'est ce qu'on appelle un exemple. C'est exemplaire, comme John Woo le fait, une sorte de ballet de chorégraphie très, très lissé, mais avec une forme de folie par moments. On laisse place un petit peu, on laisse vivre l'espace et les lieux et les personnages avec. Donc là, on est dans la grande lignée de ce cinéma hongkongais-là. On ne peut pas être déçu. On voit que Johnny To, c'est un grand technicien qui rend hommage donc au cinéma de son pays, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un peu l'héritage, John Woo et Choi Ark. Contrairement à ces deux-là, d'ailleurs, Johnny To, il n'a jamais fait de film aux États-Unis. Maintenant que j'y pense, lui, il a voulu rester là, dans ce contexte-là. Je pense que non, en effet. Et ça se sent, parce qu'on sent qu'il n'a pas besoin d'ambition autre que pour faire ce cinéma-là. C'est un vrai artisan, quoi. On sent que c'est un passionné. Ce film-là, on sent que c'est un passionné. Mais en même temps, hongkongais, oui, mais avec des emprunts extraordinaires dans le cinéma d'antan. On va évidemment penser, c'est hyper facile, parce que c'est hyper frontal par moment, au western spaghetti, disons-le, même si le terme est un peu galvaudé, version Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest, etc. Vous avez, bon, de toute façon, les Mexican stand-off, ok, hein, mais aussi jusqu'à l'harmonica à un moment, il y a clairement ça. Voilà, il y a ça. Et puis, la musique. À l'harmonica, littéralement. Ouais, et la musique aussi, qui est très morriconesque, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ça fait sens dans l'ambiance, c'est-à-dire que souvent, dans ces westerns, on a aussi des gens qui s'associent ou pas, qui sont ennemis un peu et tout face au destin d'un pays aussi en construction pour l'Amérique. Et là, un pays qui est en quasi déconstruction, des pays, des protectorats et tout, qui commencent à perdre un peu leur autonomie avec la Chine à côté. Il y a tout un discours qui finalement, même si c'est de l'Occident à l'Orient, il y a des parallèles à faire. On peut penser au cinéma d'Akira Kurosawa aussi, qui lui-même a inspiré Sergio Leone, de toute façon. Hein. Oui. Ou John Ford, qui a inspiré Kurosawa, qui a encore inspiré John Ford. Voilà. C'est la grande histoire du cinéma, là. C'est la grande histoire du cinéma, ce film aussi. Hein. Et il y a une grande référence aussi qui revient fréquemment, je ne sais pas pourquoi, dans le cinéma hongkongais à partir de la nouvelle vague, c'est Jean-Pierre Melville. Bien sûr. Je ne sais pas comment Jean-Pierre Melville, mais il a dû être très bien distribué à Hong Kong parce qu'il y a énormément de réalisateurs qui se revendiquent de son héritage, John Woo notamment, et aussi Johnny To, ça se voit. Et, en fait, pour l'anecdote, j'ai regardé ce film, j'ai convaincu ma mère de regarder ce film avec moi, donc je l'ai regardé avec mes parents, en lui disant que ça ressemblait à Sergio Leone. Je lui ai dit, c'est un mix entre Jean-Pierre Melville et Sergio Leone. Et effectivement, elle m'a dit qu'elle a vu beaucoup de références plus ou moins subtiles. Donc, au-delà de l'impasse mexicaine du duel à 3, il y a effectivement un homme à l'harmonica, il y a ce genre de choses, mais on sent l'influence dans tous les cas, oui. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que
d'emblée, moi j'aime beaucoup les ouvertures de films parce que c'est toujours compliqué d'ouvrir un film quand on y pense. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je finis un film, alors, sauf quand je vais le voir en salle, hein, c'est que j'aime bien revoir la première scène, voir si ça fait une cohérence et tout. Et c'est vrai que c'est un film où on sent l'enfermement global de ces personnages-là. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on peut commencer, hein, parce que l'un des premiers plans, parce que j'aime bien mettre des photos maintenant, StreamYard nous permet ça. Avant, c'était que ceux qui avaient la version payante. Mais dès le début, alors il y a cette porte au début où quelqu'un toque, etc. Et il y a cette femme avec son bébé qui est enfermée là-dedans. Donc c'est un jeu permanent, ce film, d'enfermement et de tentative de libération. Pas pour rien que les espaces sont à la fois plus ou moins clos, très clos, hein, souvent un restaurant, une clinique souterraine, à la fin, là où je trouve c'est une maison close à la fin, un truc comme ça. C'est un hôtel, oui. Ouais, voilà, parce qu'il y a une dame de joie, on va dire. Mais il y a aussi des ouvertures dans les rues. À un moment, on va faire l'échappée belle. C'est un jeu permanent là-dessus. Et la première chose que l'on voit, le film est assez clair, c'est le destin d'une femme. Beaucoup disent que le cinéma hongkongais, parfois, ou ici de Johnny To, ce film-là, est un petit peu très mascu et tout. Dans un sens, oui, mais on voit aussi le mal que ce patriarcat masculiniste, gangstérisme a pu faire. Ici, donc, à une femme qui tient un enfant, je crois que c'est une fille hein, qu'elle a. C'est pas évident. Ouais, c'est pas dit. C'est pas évident, mais bon, ça serait beau pour le symbole que ce soit une fille. Et donc, une femme qui est enfermée, là, son mari est recherché, il n'est pas là, bon, il sera vite là, il va revenir dans le circuit, bien sûr. Et là, bon, bah, très vite, Johnny To décide de nous la montrer enfermée, voilà, c'est du surcadrage, hein, le fameux surcadrage enfermé, qui peut rappeler un plan inversé de la prisonnière du désert. Là, c'est pas un homme qui fait face à l'extérieur, c'est quelqu'un qui regarde une femme enfermée à l'intérieur. Mais elle est vraiment enfermée doublement, avec ses rideaux qui volent, avec l'appel de l'évasion potentiellement derrière, de la tragédie aussi qui menace, quoi. Oui. Alors c'est vrai que cette scène d'intro, moi je trouve que c'est le genre de grande scène d'intro longue, mais en même temps terriblement efficace, comme on peut voir dans Inglourious Basterds par exemple, ou même dans The Dark Knight dans une toute autre mesure. Mais vraiment, je trouve que c'est une super introduction. C'est une scène qui dure 20 minutes, qui est d'une tension assez folle. On comprend vite les enjeux entre les personnages principaux, qui est quand même la base d'une scène de... C'est ça. De quoi? Et en plus, en silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mots. Oui, on comprend tout. Peu de dialogue, oui. Ouais. Et en fait, c'est ça ce qui me vient en tête, le mot qui me vient en tête pour parler de la mise en scène de ce film, c'est élégance, qui est, je crois qu'en game design, on parle d'élégance quand c'est simple. C'est quelque chose de très simple, mais qui est efficace, qui peut être les échecs, par exemple. C'est très élégant parce que ça change jamais, mais en même temps, ça peut se jouer à l'infini. Et Exilé, c'est le genre de film qui est très élégant, c'est simple mais efficace, un peu comme les films de John Carpenter, par exemple. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet, comment dire, tape à l'œil, mais c'est terriblement efficace, pas besoin de beaucoup de dialogue et on comprend tout via l'image qui est extrêmement bien maîtrisée quand même. Il y a un sens du cadre chez Johnny To qui est quand même assez balèze. C'est intéressant parce que justement, cet effet d'enfermement où elle est prise en assaut par des hommes qui viennent toquer, on peut penser à Assaut de Carpenter, donc à Rio Bravo de Howard Hawks, qui est un peu voilà, le pendant de John Ford et tout. On aimait bien enfermer. Évidemment que ce sont des références globales, mais c'est vrai que d'emblée, on comprend tout. C'est-à-dire d'abord, il y a deux hommes qui toquent, puis deux autres hommes qui cherchent WoW pas pour la même raison. Et elle se méfie parce que elle le sait très bien qui est son mari. On sait d'où on sait d'où ils se sont exilés, c'est pas pour rien, mais on les retrouvera toujours. Et derrière, après, on a donc quelques instants après, c'est vraiment encore le début. On est dans les 5 premières minutes du film. Les 4 hommes qui se retrouvent, qui se découvrent et qui se reconnaissent en fait. Et là, vous voyez, tu parlais d'élégance. On est en extérieur et tout, mais même cet extérieur-là, il y a quelque chose de crépusculaire sur eux qui les enferme. Avec l'arbre derrière, d'ailleurs, aussi les enferme. Ah, mais quel plan aussi. Quel plan magnifique. Tous les plans sont merveilleux dans le film, hein, si on regarde. Oui. Et en fait, c'est ça la grande différence entre Johnny To et le cinéma nouvelle vague hongkongaise type John Woo. C'est les personnages sont quasiment statiques. Alors que chez John Woo, notamment pendant les fusillades, ça bouge de partout, il y a des éléments de décor qui explosent partout. Là, il y a des scènes, un peu plus tard, la scène du fourgon, où il tire et il bouge pas, quoi. Je pense pas que ce soit très réaliste, mais en même temps, ça donne un côté figé à
à la composition, et donc aux personnages qui subissent leur tragédie et qui sont en même temps coincés dans leur rôle, quoi. Et tiraillés entre loyauté pour leur ami, loyauté pour leur milieu. Ils sont figés, c'est ça, tu l'as dit, figés dans ce carcan. En plus, ils se connaissent depuis l'adolescence et probablement depuis l'adolescence, ils sont rentrés dans ce milieu parce qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être par transmission, par pauvreté. On ne sait pas trop, mais on peut imaginer ce qu'on veut. Et depuis, ils sont figés là-dedans. Et même quand ils se retrouvent, bon, ils ont leur mission qui paraît plus importante que eux-mêmes, mais c'est là où il y a une idée de transcendance. Mais avant la transcendance, il y a quand même la confrontation. Et c'est là-dessus, parce que quand même, finalement, toute cette première séquence-là va durer une quinzaine de minutes jusqu'au premier, donc voilà, la première impasse mexicaine. Et là aussi, on se retrouve chez la femme du début, ils y vont, elle est obligée d'y aller. Et là aussi, ça paraît simple à mettre en scène. Mais l'écriture spatiale ici proposée pour mettre ça en image à la caméra, là aussi, c'est du grand art. C'est pour ça que quand on voit des films d'action, c'est quand on découvre ou quand on revoit des films hongkongais comme ça, ou pas que hongkongais, mais des films très travaillés et tout, on a du mal à voir des gros blockbusters actuels qui essayent de singer, entre guillemets, ces scènes-là, parce que ça a marqué le cinéma d'aujourd'hui. Certains s'en sortent mieux que d'autres, hein, comme Gareth Evans, par exemple. Gareth Evans, on peut quand même le citer pour le bon côté. Ça aussi, c'est fou. Même la colorimétrie. On se croirait sur une scène de théâtre en plus. La tragédie grecque, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a un moment où il y a la porte qui vole entre les différents coups de feu, là, qui est d'une lisibilité aussi. C'est aussi très lisible cette scène. On comprend qui est situé où et qu'est-ce qui se passe dans l'action. Alors que ça va très vite. Bon, il y a des ralentis, mais ça se passe très vite. Oui, puis c'est marrant parce que ça ferait presque un décor à la Wong Kar-wai aussi, maintenant que j'y pense. Alors, pourtant, c'est un autre cinéma hongkongais qui n'a pas un grand rapport, même s'il y a quand même des fois du gangstérisme, enfin des personnages face au destin, et autant dans Wong Kar-wai. Mais là aussi, le temps se suspend et après, ça s'accélère dès que ça se tire dessus. C'est vrai que ça fait très cinématographique dans le sens où à un moment, ils se visent. Nous, on se dit dans la réalité, bon, c'est bon, il faut tirer le plus vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il y a une idée où le temps se suspend parce qu'ils sont face à leur destin à venir et face à leur passé aussi, puisqu'ils se connaissent bien. Et ce qui est très intéressant là, c'est qu'ils vont s'arrêter, ils vont faire une pause. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Le film prend une autre tournure. Ils décident d'arrêter le temps, quelque part, et de créer leur parenthèse où ils vont se retrouver et aller picoler un petit peu ensemble. C'est vrai que c'est assez brusque comme cut. Après la fusillade, Wo dit asseyons-nous. Et que scène d'après, ils sont tous potes en train de picoler et d'installer la maison tous ensemble. Au point qu'on se demande si c'est pas un flashback, même au tout début. Ouais. Au tout début, on se demande si c'est pas un flashback, mais après, tu le vois réparer le miroir, réparer la porte. Donc, on comprend que non, ils sont vraiment potes. Mais en même temps, il y en a deux qui sont là pour exécuter un contrat. Ils n'ont pas trop le choix. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand film sur la loyauté, sur la loyauté et l'amitié. Parce que ces personnages, ce groupe de personnages qui va devenir central et qui va essayer de s'en sortir tous ensemble, sont les seuls loyaux alors que le méchant, Monsieur Fay, qui est le grand méchant de l'histoire, qui est joué par Simon Yam, cet acteur imposant là, avec ses grosses épaules, il passe son temps à trahir tout le monde et voilà, le boss de Macao, l'autre boss, il le trahit, mais en même temps c'est pour trahir un autre intérimaire, et ils redeviennent potes après pour se mettre contre les... Donc c'est un bordel d'alliance politique, sans compter que ça reflète le fait le spectre de la rétrocession de Macao qui arrive. Et ils le disent à un moment, hein, avec la rétrocession, les gangsters sont en ébullition, ils essayent tous de se partager le gâteau avant de s'enfuir. Ouais, c'est ça. C'est en mode tous les coups sont permis, on est dans un vrai western urbain. Ah, parce que Macao va bientôt crever, donc on s'en fiche, quoi. Enfin, l'idée, voilà, d'ailleurs, c'est quand même marrant Oui, c'est quand même marrant de se dire qu'on voit jamais, il y a quasiment jamais de figurants, quoi. Ils se tirent dessus dans la rue, dans des lieux publics, et il y a quasiment jamais de gens qui se disent c'est quoi qui se passe, quoi. Ah, c'est un endroit mort.
Ouais, voilà, c'est un endroit quasiment mort. Il y a pas... Le seul moment où on voit un peu des figurants, c'est dans le restaurant au début, et il s'enfuit vite. Bah, c'est le purgatoire chinois, j'ai envie de dire. Un an, là, après la rétrocession de Hong Kong, un an avant celle de Oui, Macao, il y a cet entre-deux qui est permanent. Donc, l'entre-deux entre la loyauté envers le boss, c'est comme ça qu'ils ont été entraînés à être loyaux envers leur boss, mais loyauté en amitié. Donc, il y a tout ce gros dilemme qui va être là. Mais ils vont vite faire le choix quand même, parce qu'au final, c'est l'amitié qui va primer. Et c'est intéressant parce que ce Big Boss, là, joué par Simon Yam, à un moment, il dit un truc très dur, et on voit un petit peu la folie absolue du gars, c'est qu'il serait prêt à faire exploser Macao, il les veut tous morts. Quoi, voilà. À un moment, oui. il s'est dit, voilà, il n'y a plus aucune règle. Oui, pour obtenir sa propre satisfaction, parce que c'est un peu une loyauté inversée, quoi. Il jure de se venger parce que ils lui ont, je crois en plus, je crois qu'il y a un côté, ils lui ont tiré pas loin de la virilité, littéralement, quoi, je veux dire. Et il y a un truc comme ça, lui, il veut se venger parce qu'ils sont atteints à son pouvoir très masculin, quoi. On voit la cicatrice, là, il se la touche un moment en mode... Ouais. Ah oui, au tout début. Mais non, mais oui, aussi, au tout début, ça c'est Wu. C'est Wu qui est responsable de la cicatrice et tout. Mais après, en effet, il va y avoir... Ah oui, c'est pas vraiment dit, mais on peut le comprendre, oui. Mais après, il se fait tirer dans la jambe et le médecin rit en disant c'est pas passé loin. Ah oui, c'est vrai, l'émasculation n'est pas passée loin. Ouais, pour le coup. Ça veut dire que Johnito, bon, il met aussi en porte-à-faux le monde très masculin de tout ça. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs l'importance de la femme, on y reviendra sur la zone spoiler. Il y a effectivement deux personnages féminins qui sont la maman et la putain. C'est littéralement ça. Et, sauf que le personnage de la femme de Wo est quand même assez beau, je trouve, dans ses dilemmes. D'ailleurs, elle parle très peu et on comprend tout le chemin intérieur. Je trouve que c'est très bien fait, ça, de ce point de vue-là. Mais on en parlera plus dans la zone spoiler. Il y a autre chose quand même à évoquer avant d'y rentrer, c'est le jeu sur les décors. À chaque fois, bon, on le voyait dans The Mission, c'était peut-être un peu plus frustre, ou pas frustre, mais moins, voilà, mais il y avait le centre commercial dans The Mission, par exemple. Oui. Là, on se retrouve dans des lieux qui sont choisis. Alors, évidemment, visuellement aussi, parce que c'est du cinéma, mais qu'est-ce qu'il en fait le restaurant, là aussi, tu vois, c'est particulier. Il y a cet enfermement-là. De l'extérieur, c'est magnifique, effet de richesse et tout. De l'intérieur, on les voit enfermés, encore avec cet arbre de Noël derrière, là. C'est très étrange. Et puis, ces effets de flou, c'est plus des rideaux, la sorte de vitres, là. Là aussi, on les sent enfermés et étouffés, quoi. Là, c'est là où ils vont faire un deal avec un boss local pour essayer d'avoir de l'argent et de mettre en porte-à-faux leur boss, quoi. Là, il va comprendre le boss qui s'est retourné contre eux, quoi. Parce qu'en plus, ils n'avaient pas prévu que leur boss à eux allait venir voir le boss de Macao, et donc encore une trahison. Et le hasard et le destin. Tiens, hasard et destin aussi, parce que ça, on va en revenir, parce que c'est un film qui joue non seulement sur l'idée d'émancipation d'un enfermement, d'une loyauté et tout, mais le hasard et le destin de l'écriture cinématographique aussi. C'est ça la tragédie de l'écriture artistique au sens large, les remet toujours au milieu, quoi. Et ils se rappellent à leur destin, parce qu'à un moment, bon, ils sont tous ensemble, ils pourraient se barrer en mode, voilà, hop, tranquille, on va mettre Wo et sa femme et l'enfant ailleurs, tranquille. Ben non, un petit dernier coup, et malheureusement pour eux, il y a le Big Boss qui s'en mêle aussi. Qui arrive, oui. Et puis, il y a... je dis pas trop pour pas spoiler, mais il y a le motif de la pièce avec lequel il tire à pile ou face. Ah ben bien sûr, voilà, oui carrément, là c'est une scène on en parlera après, c'est une des rares scènes où on sort un petit peu de la ville, hein, d'ailleurs. Mais il y a encore un autre décor, évidemment, où il s'y passe des choses, j'ai envie de dire. Parfois c'est drôle aussi comme film, c'est drôle, mais c'est drôlement drôle, mais on revient... Et puis on en revient à une scène, j'ai choisi ce plan-là parce qu'il fait écho la scène chez la femme au début, hein. C'est presque les mêmes rideaux, mais c'est pas les mêmes rideaux. Avec l'obscurité, tu as l'impression d'avoir la même tapisserie, machin. Et on est dans cette clinique. Et pareil, là, il y a un jeu de dupes où ils attendent derrière, dissimulation, enfermement, au moment où en fait, il l'emmène dans une clinique souterraine pour qu'il se fasse soigner, quoi, parce qu'il va quand même prendre une mauvaise balle. Oui, mais c'est quand même, il est incroyable ce décor, je veux dire. C'est comment dire, c'est un banal appartement miteux, et pourtant il y a des recoins partout, des rideaux qui volent au moment où ils se tirent dessus, et des petits couloirs qui font qu'ils peuvent se planquer, et il y a tout un jeu sur où se trouve Wo à ce moment-là, parce qu'il est sur un lit qui roule.
Il est derrière le rideau, peut-être, là-bas. Ça me rappelle Oui. un jeu télé. Mais et ce qui est marrant, c'est que quand tu vois cette scène, c'est beau et tout, tu sens quand même, là encore, le côté scène, théâtre, ou décor de télé, plateau télé. Parce que tu le sens, là. Tu vois la lumière, là, qu'il y a sur la gauche. Tu sens que c'est un spot. Et moi ça m'a... Tu vois le mélange entre la réalité et la fiction. Le film, il a conscience d'être une fiction artistique, mais il dépeint une forme de réalité humaine et existentielle. C'est Oui, ça aussi, plus le qu'une cinéma qui a réalité, conscience quand même de oui, voilà. sortir d'une forme de réalisme quand même là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas réaliste dans le sens, c'est pas naturaliste quoi. Oui. Un appartement dans une cité HLM de Macao, il ressemble pas vraiment à ça quoi. N'empêche que quand on fait le, voilà, regardez Ah la oui, c'est vrai. comparaison entre ça, donc ça c'est chez la femme au Ça c'est début, l'appartement beau et et ça, bon, ça, voilà, l'appartement de médecin. il y a un travail logique en fait. Tu as un peu l'impression qu'on est dans le purgatoire et le méandre mental de ces personnages. C'est Oui, comme s'ils vivaient une forme de réalité à eux. Et comme tu le disais ouais. très bien, il n'y a pas de, il y a presque pas de figurants autour, ou alors des personnages lambda qui reviennent en comic relief, dont un, il faut qu'on en parle quand même. Parce que, Le sergent Chen. mais c'est génial ça. Alors c'est génial parce qu'il intervient 3-4 fois dans le film, mais Ouais. la dernière fois où on le voit, ça fait un sens terrible. C'est-à-dire qu'il y a une forme Oui. de cynisme froid à la fin. Mais grosso modo, allez, je te laisse présenter ce monsieur. Quelle est sa Donc particularité à ce flic? le sergent Chen, donc c'est le flic, un flic de Macao, probablement corrompu parce qu'il a le numéro de Faye dans son répertoire, qui arrête pas de tomber sur les personnages principaux et qui est à 3 jours de la retraite, donc il veut pas d'emmerde. Et donc il n'intervient pas. Il se débrouille pour ne pas intervenir à chaque fois qu'il tombe sur les personnages principaux au moment où il s'apprête à se tirer dessus. C'est fou, c'est le non-interventionnisme chinois d'un Oui. Macao qui ne les intéresse Oui, pas je avant qu'ils pense que c'est soient eux. aussi pour ça que le film se passe à Macao avant la rétrocession, parce que en Chine, c'est pas possible de montrer un flic comme ça. Hein. De montrer un flic chinois agir comme ça en étant tout à fait corrompu. Je pense qu'avec le PCC, ça passe plus, ça. Mais c'est une forme de contestation tout en évitant la Oui, censure, ça, parce que comme ça se passe à Macao, bon bah le marché chinois, bon la sortie nationale va pas trop faire gaffe en mode bon Macao, tout ça, voilà. Mais c'est vrai que Johnny To, dans sa carrière, c'est toujours un peu, à mon avis, bien opposé oui, au parti du régime qui versait vers un capitalisme de plus en plus frontal, parce que oui. le Oui, parce que parti la Chine, c'est quand même le pays qui communiste, s'est dit. Voilà, c'est quand même le pays qui s'est dit entre le capitalisme et le communisme, je vais prendre le pire des deux et je vais le mélanger et ça va faire des c'est choses pas flics. faux. C'est exactement ça. Il a un peu la tête de Mao, d'ailleurs, peut-être le monsieur, mais bon, Ah il a une oui, casquette. ah, Mais c'est vrai qu'il y a cette idée politique, même dans The Mission, on sentait quelque chose. En plus, avec l'autre, avec le coiffeur, là, le oui. bourgeois, machin. Enfin, il y a toute Et une c'est pour idée ça qu'il y a derrière. beaucoup de films hongkongais de l'époque qui se passent à Macao ou en Thaïlande, tu vois, qui sont pas la Chine, mais on décale un peu pour pas dire que c'est la Chine, quoi. C'est ça, il y a ce décalage. C'est un film de décalage, quoi. De toute façon, c'est un film d'exil. Le titre, d'ailleurs, exilé, c'est bien le titre. Voilà, Fongjuk, ça veut dire exilé en. Alors, je crois que c'est paradoxal. Il me semble que c'est en mandarin. Ah bon? Enfin, de ce que j'ai. Ouais. Alors, ça pourrait avoir. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire, hein, parce que je ne parle ni mandarin ni cantonais. Normalement, à Hong Kong, c'est plutôt le cantonais, mais comme c'est délocalisé à Macao, peut-être que c'est un titre à la Ah oui, mandarin. C'est possible. peut-être. Après, je ne Ah sais bah, moi, pas je quelle trouve ça langue il parle bizarre que dans. le film s'appelle Exilé au singulier. Je trouve ça un peu bizarre. Bah, en fait, Alors c'est que c'est. Wu qui est... ouais, c'est Wu qui Oui, s'est exilé, c'est vrai. Mais du coup, ils le sont tous. T'as raison. Quelque part, ils le sont tous. En fait, ils deviennent tous des exilés à un oui, moment. Mais voilà, au c'est ça. début du film, il n'y a que Wu, sa femme et l'enfant. Ouais, ça va très vite quand même. Bah, Mais en oui, fait, ça. c'est pour marquer le nœud dramatique. On sait qu'il va être autour, on va dire, de ce De personnage-là. ce personnage, oui. Mais du coup, je te propose que là, on rentre vraiment dans la zone spoiler, La même zone, on si peut spoiler. spoilons à mort, même si c'est pas le genre de film, bon, spoil ou pas, on sent d'avance qu'il va se passer certaines choses. Oui, On peut être surpris, c'est un thriller, c'est un peu là quand même. faut Mais quand même dire spoilons. avant que c'est quand même Ouais. pas un film très spoilable dans le sens où il est basé sur 5 ou 6 grosses scènes de tension slash action qui se suivent et qu'on ressent bien, quoi. Même si on connaît le fin mot de l'histoire, c'est pas un film centré sur l'intrigue. Non, Enfin, et puis, non, parce que de toute façon, si c'était un film que centré sur l'intrigue, on le verrait qu'une fois et on l'oublierait. Et c'est pas le cas.
Voilà, tout bon film, d'ailleurs, doit se voir au-delà de l'intrigue. Alors, ça peut être sympa, petite parenthèse, de découvrir un Inception et tout, oh là là, l'alliance, la toupie. Mais derrière, quand tu le revois et le revois, tu sais qu'il y a d'autres choses. Et c'est ça le plus important. Mais spoilons, du coup, sur le destin. À un moment, dans cette clinique, quand même, il passe à 2 doigts de la mort, mais plus qu'à 2 doigts de la mort. Wow, alors c'est terrible parce qu'il y a une violence incroyable. C'est-à-dire qu'il est tellement rappelé à son destin que Wo, donc il se prend une mauvaise balle, il est soigné, mais donc quand la clinique est attaquée, il va se faire jeter par la fenêtre et tout. Ouais. Quelle violence, quoi. Ouais. Il va pas mourir de suite, mais qu'est-ce qu'il prend avant? Oui, mais en plus c'est une ironie terrible parce que ce qui le met à découvert, c'est la cloche qui lui rappelle le hochet de son bébé. Ah ouais. Donc il est attiré par cette cloche parce qu'il est à moitié dans les vapes, parce qu'il est en train de mourir. Et c'est comme ça qu'il ne s'enfuit pas, il se fait jeter par la fenêtre, puis tirer dessus à plusieurs reprises, puis traîner sur un drap pour être emmené. Mais ce qui est terrible, c'est que en fait, il est condamné par son rôle de père. C'est-à-dire que devenant père et tout, et assumant de vouloir être père avant d'être membre de la triade, il se condamne tout seul. Donc c'est en se rappelant à ce rôle de père-là qui finit par mourir. Et alors là aussi, il y a un truc de folie. C'est le moment de sa mort. Alors il faut que je retrouve le bon. Il est là. Il arrive. Magnifique. C'est presque un film de fantôme. Hein. Oui. Avant de mourir, il est... Voilà. Ça c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est extraordinaire. Il se relève et tout, et il dit on doit aller à la maison. Mais en vrai, il est mort, quoi, vu les prises et tout. Ouais, il est mort, mais il leur parle, donc c'est une métaphore de la métadiégèse, mais en même temps, c'est jamais présenté comme tel. Et oui, en plus, il est vu comment il est, on dirait vraiment un fantôme. Oui. Mais c'est extraordinaire, il est maquillé. Oui. Là, on en revient à ce que je disais avant, c'est le film assume être une œuvre artistique. On sort d'une forme de réalisme par l'éclairage, par même la pluie qui tombe derrière, un tableau derrière. T'as l'impression que c'est un tableau. En fait. Et là, c'est le fantôme asiatique, hein, du coup. Histoire de fantômes chinois, etc. Vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Sous-entendu que même avant de mourir là, il était déjà une forme de fantôme qu'il était dans ce purgatoire-là. Oui. Là, il y a beaucoup de films hongkongais. Récemment, il y avait City of Darkness, il me semble, hein, qui sortait d'une réalité comme ça pour assumer un purgatoire. Et pour assumer un monde sale, moche, et dans lequel les gens errent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est du point de vue purement récit, c'est que on te présente le film comme ce personnage est central, et en fait c'est lui qui meurt, quoi. Tu t'attends vraiment pas que ce soit ce personnage qui meurt, parce que c'est lui autour de quel tout tourne. Les 4 autres sont là pour lui, pour des raisons différentes, mais pour lui, et ils se retrouvent presque amputés de leur ces personnages se retrouvent presque amputés de leur fonction de personnage qui était de protéger, qui tournait autour de ce personnage-là, de Wo. Et ils se retrouvent sans rien, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent eux aussi exilés, à se répéter à de nombreuses reprises, bon, on va où? C'est une phrase qu'on entend régulièrement dans le film. Mais c'est ça qui est fort, c'est que le film, justement, il se permet d'aller ailleurs, en fait. C'est qu'à un moment, c'est un film de destin, et en choisissant de faire mourir le personnage même pas aux 2 tiers du film, hein, entre la moitié et les 2 tiers, il se permet le film de relancer autre chose. Ça devient un vrai film de destin où ils sont revenus, ils se sont retrouvés grâce à Wo, en fait. Hein, parce que c'était perdu de vue, les deux au final. Et là, il y a eu ces retrouvailles, et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'héritage qu'il va laisser, Wo? Alors, l'héritage par son enfant, avec sa femme, mais l'héritage de l'amitié aussi. Et derrière, il y a toute une idée d'hommage indirect où, certes, il va mourir, donc il y a tristesse, d'ailleurs, extraordinaire, le personnage, il le prend dans les bras à côté, tout ça. Ouais. Il ramène le cadavre chez la femme qui prend une colère, hein. Elle est à 2 doigts elle veut buter les 4 autres, oui. Elle est à 2 doigts d'être corrompue par ce mal-là, d'ailleurs. Oui. Mais il y a un truc qui est assez extraordinaire, c'est qu'à un moment, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et on va se laisser porter par le destin. Et c'est à ce moment-là, c'est une fois qu'il est mort, quand même, hein, qu'il décide enfin, peut-être, de sortir de là et d'avoir cet extérieur. Et là aussi, alors là, on rentre dans le western spaghetti. Oui, clairement, là. Mais crépusculaire avec une lumière qui est autre aussi.
Oui. C'est magnifique, ça aussi. Ils sont doués, on dirait un filtre orange un peu à la États-Unis qui filme le Mexique, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'entrée dans... C'est les portes du paradis, parce que peut-être dans les croyances, alors en plus il y a Bouddha en face, hein. Il y a une statue de Bouddha. Ouais, il y a une grosse statue de Bouddha dans la colline où il y a le fourgon avec de l'or dedans qui vont peut-être braquer ou pas. C'est extraordinaire l'or, parce que l'or il apparaît là visuellement et il cherche peut-être le convoi. Et là, c'est marrant parce qu'on se retrouve dans des films. On peut parler de Sergio Leone aussi, il était une fois la Révolution. On peut penser à Sam Peckinpah aussi, peut-être. Cette idée que là, à un moment, ils se savent condamnés. De toute façon, ils sont condamnés, mais techniquement, là, ils sont déjà morts d'avant. On a vu de Fontaine qui meurt. Bon. Et là, ils rentrent au paradis, mais les portes du paradis, elles sont encore incertaines. Et c'est là où ils vont laisser le hasard décider. Tiens, parle de la pièce, là, parce que c'est... Du coup, ils se mettent à tirer à pile ou face à chaque carrefour. Où est-ce qu'ils vont parce qu'ils ne savent pas quoi faire, quoi. Et jusqu'à tirer à pile ou face, est-ce qu'on attaque ce fourgon blindé avec des mercenaires partout qui sont bien plus armés jusqu'aux dents? Bon, ils le font pas parce que sinon, ils seraient vraiment morts. Mais du coup, ils se laissent porter par le hasard tout du long de cette scène dans la carrière, où ils se retrouvent seuls, littéralement seuls. Là, vraiment, il n'y a vraiment plus personne. Il y a juste les soldats qui conduisent l'or. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est une opportunité. Est-ce qu'on laisse passer l'opportunité? Est-ce qu'on tente malgré le fait qu'on va mourir? Et le destin fait que y a d'autres braqueurs plus armés qui viennent braquer l'or, et ce qui leur permet à leur tour de le voler, de se faire ami-ami avec un 5e larron qui est... Ouais, c'est un membre de l'armée, peut-être un sniper, je crois. Alors, c'est ça qui est intéressant. Un sniper qui utilise un fusil de précision. Mais ils disent au début, quand on entend parler de l'or, parce qu'il y a un setup avant sur ce qu'on voit, ils disent que c'est l'or de hauts fonctionnaires corrompus. En plus, oui. Donc, c'est pas... Voilà. Et donc, le flic est probablement... le militaire qui est le seul survivant du convoi et qui se retrouve à accompagner les 4 gangsters, il dit lui-même non, mais mes supérieurs me croiront jamais, je suis un homme mort. Et c'est là qu'ils disent bon, bah, au pire, on part tous les 5 avec les lingots. Mais la corruption est partout. Oui, voilà. La corruption est partout. On a parlé du flic, certes, le comic relief et tout, mais corruption quand même. Même là, cet or, soi-disant, qui est protégé par, on va dire, les militaires, peut-être chinois, on se dit, voilà, du coup, c'est quand même de l'argent corrompu. Et tu as ce sniper, bon, bah, à un moment, quand finalement il se retrouve avec ses gangsters, il se rend compte qu'il y a une possibilité d'émancipation et de libération de son destin aussi. Et ils vont partager un moment, mais littéralement un moment au coin du feu. Un feu de camp. C'est là que le militaire se met à jouer de l'harmonica, donc littéralement l'homme à l'harmonica. L'homme à l'harmonica, il y a un dialogue, mais c'est savoureux dans le dialogue, là, à un moment où il dit on va parler italien et tout. Oui, voilà, c'est vraiment le moment où on se pose, où on pose les personnages et où en fait, ils sont vraiment potes, quoi, ces personnages. Donc on les laisse vivre leur amitié. Tu as les références en même temps à l'Amérique, l'anglais, l'italien, bah tu vois, dans l'idée. Oui, c'est vrai, j'avais même pas fait attention, l'italien, bien sûr, mais oui. Western spaghetti, jusque dans l'intention du dialogue. Et c'est marrant parce qu'en plus, j'ai pas fait exprès, l'arrêt sur image, j'ai l'impression qu'il y a une flamme qui sort du front d'un d'entre eux, là. Alors qui picole. Bon, en fait, après le paradis, c'est la porte de l'enfer, peut-être, on sait pas. Et surtout que moi, ce qui m'a marqué, donc c'est avec cette pièce, en gros, ils ont le choix entre s'enfuir avec l'or ou faire une bonne action et sauver la femme de Wu qui s'est fait capturer par Fei. Et ils pourraient tirer à pile ou face, mais ils se disent non, on doit y aller, c'est notre devoir moral, c'est notre destin et tout. Et Anthony Wong, donc le personnage de celui qu'on voit boire une bière là, il jette la pièce dans l'eau et il dit allez, on y va. Et ils y vont. Et ils font le sacrifice ultime pour sauver la femme de Wu et le bébé de la corruption dans cette scène finale incroyable, cette fusillade finale incroyable avec la canette de Red Bull qui vole. C'est ça, parce qu'ils font le bon choix. C'est-à-dire qu'ils font le choix ultime parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ne vont pas en sortir. Donc, quitte à risquer notre vie, limite, c'est du sacrifice. De toute façon, ils ont ça dans un coin de la tête. On va aller la sauver. On a de l'or. On a la possibilité d'acheter le corrompu ultime. Puisque le corrompu ultime, il ne s'intéresse qu'à ça. Il n'y a qu'avec beaucoup d'argent, mais genre des tonnes d'or,
que ça va peut-être le calmer, même s'il veut quand même une vengeance et qu'il. Il veut quand même une vengeance sur un d'entre eux en particulier. Et il va demander à la femme de tirer. Oui. Il offre la possibilité avec le bébé dans les bras. Avant la canette avant la canette et tout, il y a ça qui est d'une violence. C'est vrai. C'est-à-dire que le méchant ultime, il essaye de corrompre à la fois la femme et le bébé. C'est marrant parce que le pleur du bébé, il vient. Amis, oui. Plusieurs fois dans le film, plusieurs fois dans le film, tu as le pleur du bébé qui reviennent comme ça. Oui, au moment où ça se tire dessus, oui. Il est réveillé par les balles. C'est un crève-cœur ce moment, je trouve. Oui. Et aussi, il veut détruire leur amitié, il veut détruire l'espoir de la femme de s'en sortir et tout. Et finalement, ils font le choix de rester avec leurs potes, parce qu'ils pourraient sacrifier l'un d'entre eux pour s'enfuir, mais ils restent avec leurs potes et ça tire partout, et tout le monde meurt. Mais ça se finit quand même par il rit quoi à la fin. Et puis il y a la photo. Oh, on va en parler de la photo, mais donc voilà, alors ça c'est. Ouais, le placement de produit. Mais j'ai caché la marque. Oui, mais dans le film. On va dire que c'est une marque de boisson énergétique célèbre autrichienne, je crois, avec des champions de Formule 1. C'est ça. Oui, alors, du coup, pour le coup, cette canette va leur donner des ailes. Oui. Enfin, les ailes des anges qui vont aller au paradis. C'est peut-être ça, l'allégorie. Là. Alors pourquoi la canette de Red Bull? On a cherché, visiblement c'est presque une improvisation, aussi bien c'est un technicien à côté pour tenir le rythme du tournage, il avait ça et Ringo Lam. Pourquoi je pense à Ringo Lam depuis tout à l'heure parce qu'on parlait des références et tout, et que Tarantino, je me suis demandé s'il aimait Johnito et ce film, moi j'aurais dit oui, mais il aimait beaucoup Ringo Lam pour City on Fire. Hein. Voilà, on va pas dire pourquoi, mais bon, vous savez quel film. Voilà, mais là, ce choix-là qui paraît anodin dans l'impro, on a quand même une canette d'une marque capitaliste qui représente aussi l'influence donc du mal occidental en Chine depuis tant d'années qui crée la violence finale ici. Donc, alors c'est marrant comment ils se balancent ça, ils font des chorégraphies en tapant dessus, on sent que la scène, ils l'ont tournée plusieurs fois pour que ça soit joli. Oui. Mais en même temps, c'est une métaphore, enfin c'est un symbole régulier les canettes parce que à chaque fois qu'il y a le sergent Chen justement qui intervient, il y en a un d'entre eux qui tire sur une canette pour la faire rebondir sur lui, pour le faire partir. Et il y a ce côté. Et là, justement, je crois que c'est Monsieur Fei, le méchant, qui jette la canette et il se la passe tous les uns les autres jusqu'à Anthony Wong qui est sur sa chaise et qui donne un coup de pied pour qu'elle part en l'air. Et c'est aussi un symbole de l'inéluctabilité parce que voilà, le temps que cette canette retombe, ils sont tous morts, mais ils ont tous fait leur chorégraphie ensemble et voilà, c'est un peu comme ça que j'interpréterais, et je crois que Le Coin du Bis a encore une autre interprétation sur l'histoire du gunfight au cinéma. J'ai pas revu la vidéo pour pas m'influencer. Je sais plus dans quel autre film comme ça où il lance une pièce et il se tire dessus et après elle retombe. Ou c'est pas une pièce, c'est autre chose. J'ai un gros trou là-dessus. Donc si vous l'avez dans la commentaire, comment? C'est dans Lucky Luke ça. Il fait tomber sa cigarette, il tire et ramasse sa cigarette. Ah, remarque, c'est le western, on y revient. Oui, et je sais pas s'il n'y avait pas un autre film comme ça où il lance un truc et paf, il se tire dessus. Et avant, en fait, ils doivent se tirer dessus avant que ça retombe. Ou alors c'est bêtement des trucs de duel dans le temps. Hein, c'est possible. Oui. Mais de toute façon, on est dans une sorte. Alors, c'est marrant parce que cette tuerie qui est super bien filmée aussi dans le montage et le découpage, c'est à la fois un balai et un chaos à la fois. C'est-à-dire que tu as c'est l'inéluctabilité finale, tu le dis, mais c'est à la fois beau, entre guillemets, parce que c'est le sacrifice, mais chaotique parce que c'est la mort, quoi. Ils sont tous morts. Oui, mais c'est vachement bien chorégraphié aussi, faut le dire. Tous ils se tournent parce qu'il y a des ennemis tout autour d'eux et ils se tournent et on voit tous les personnages importants, donc les 4 principaux, on voit Monsieur Fei, on voit le boss de Macao, on voit le mec de l'hôtel, Jeff, qui est le traître de base, et tous ils se tirent dessus les uns les autres et à la fin il n'en reste plus. Il reste plus que la fille de Joie qui s'en va avec Laure, qui ramasse Laure, tel Mr. Pink. Ah non, pardon, je spoil. Ah, mais qui est Mr. Pink? Mais tiens, mais Tarantino, bon, de toute façon, il a refait des films depuis 2006, donc ce serait pas impossible. Parler d'Inglorious Bastards tout à l'heure, c'est à vérifier, du coup. Mais tu sais, c'est vrai que du coup, il y a la prostituée qui a aidé, du coup. La femme avec l'enfant, elle est partie en voiture avec l'argent, donc
Elle va retrouver l'officier sniper. Le sniper qui va peut-être s'enfuir en bateau, oui, on ne sait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même avec de l'argent corrompu. Mais bon. Oui, mais c'est de l'or issu de la corruption qui se sont eux-mêmes appropriés, mais c'était déjà de l'or de corrompu avant qu'ils se l'approprient. Donc au final, c'est la rétrocession. C'est moral. Oui, voilà. Littéralement la rétrocession au peuple. Et c'est ça, c'est-à-dire que sacrifier tout à la fin, il n'y a que les femmes qui sont en vie, plus l'officier sniper. Donc bon, dans l'idée et tout. Mais par contre, alors que reste-t-il? C'est ça la question. Sacrifice en vain, non, puisque on permet la possibilité d'avenir, le futur avec la fille ou le fils. Mais bon, moi j'ai tendance à et la retraite du sergent Chen qui va pouvoir se la couler. Ah, mais mais c'est terriblement cynique. C'est-à-dire qu'il est là, il regarde la montre, il se dit à minuit je suis à la retraite, j'interviens pas, et il est là en mode c'est bon, il est minuit, je me barre. Mais il a rien fichu. Pendant 3 jours, il a rien fichu. Il a rien fait du film alors qu'il aurait pu. Je sais pas s'il aurait pu faire grand chose, mais. Non, mais la Chine refuse d'intervenir. Lui, il a choisi de ne pas intervenir plusieurs fois, 3 ou 4 fois, il aurait pu intervenir, mais il a rien fait. Il a juste fait non, je fais que passer. Je fais que passer, ça me fait marrer. Il range son gyrophare là. C'est un acteur d'ailleurs qui est connu, qui s'appelle Woo Shu-hung, qui a beaucoup joué avec Johnny To. Il a aussi joué avec Ringo Lam. Donc, il est connu parce que dans le générique d'intro, il y a écrit en gros lui, as Sergent Chen. C'est un peu le guest star de la. Il a joué dans Breaking News aussi, qui paraît est un autre très bon. Je ne l'ai pas vu celui-là, mais il a l'air fort bien aussi. Oui. Mais ça finit donc sur le futur pour possibilité de survie et sur le passé. Et sur le passé, parce que le dernier plan du film, c'est la photo de eux adolescents. Alors il y a 3 photos en plus qui s'affrontent. Celle-ci, alors évidemment. La photo qu'ils viennent de prendre dans le photomaton de l'hôtel. C'était à moitié bourré d'ailleurs aussi. Oui. C'est vrai que c'est incroyable qu'ils visent aussi bien alors qu'ils n'ont pas arrêté de picoler avant. Et ça, c'est la photo après la fête, après leur petit repas qu'ils ont fait, il me semble, je crois, si je me trompe pas. Non, c'est le photomaton de l'hôtel qui le vomit. Ah, oui. Après, il y a une autre photo, et c'est là où d'ailleurs ça joue presque avec le temps, parce qu'on peut se poser une question du timing de cette photo-là, qui est peut-être une photo. Alors, ça, ils l'ont pris au début du film, ça, on l'a vu là. Ça, c'est celle au début du film, c'est ça. Donc là où ils sont tous ensemble. Mais il y a évidemment la plus importante, c'est une photo qui peut rappeler aussi. Moi, j'ai envie de penser à Once Upon a Time in America pour le coup, parce que tant qu'à y être à Sergio Leone, alors que les Incorruptibles de Brian De Palma aussi, il me semble qu'il y avait une photo, et eux adolescents. Voilà, ça renvoie à leur jeunesse. Et, il était une fois en Amérique de Sergio Leone, c'est ça aussi. C'est 2 amis qui se retrouvent, mais compliqué. C'est compliqué. Mais là, c'est magnifique ça. Voilà, c'est littéralement la dernière photo du film, le dernier plan du film. C'est-à-dire que le futur on va dire, ok, tout va bien pour la femme et l'enfant, si tout va bien après pour eux, mais ça on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en même temps, on en revient aux origines de cette amitié. C'est des jeunes comme ça, qui étaient amis, tout simplement, et qui ont mis le doigt là où il ne fallait pas. Mais ils sont soudés jusqu'au bout, quoi. Contrairement comme je disais, ils arrêtent de se trahir comme le voudrait ce milieu qui passe son temps à faire des magouilles entre alliances, trahison. Mais c'est le travail sur la mémoire aussi. C'est Johnny To lui-même, en faisant le film, il fait un travail sur la mémoire, parce que c'est pas anodin qu'il fasse un film donc de 2006 qui se passe en 98. Oui. Il est rentré, lui, dans une autre logique. C'est-à-dire que quand il fait le film, Hong Kong est devenu chinois. Il va à Macao, enfin, dans son histoire, dans l'intrigue. Je ne pense pas que ça a été tourné à Macao, mais bon, peu importe. Peut-être. Il va à Macao, qui n'est pas encore chinois, c'est-à-dire qu'il décale l'idée. Et il fait ce film en 2006 où il résiste, Johnny To, un peu avec son art, sans être trop frontal, sinon il ne pourrait pas, au régime chinois. Et il le montre. Et aussi, d'une certaine manière, il fait aussi le chant du cygne de la nouvelle vague hongkongaise, parce que il n'y en a plus trop après. Il revient aux grandes années de Choi Ark, de John Woo et de Ringo Lam, et il montre que c'est fini, mais ça reste quand même. C'est vrai que quand on y pense, c'est terrible, parce que les derniers films de John Woo et Choi Ark, il y en a peut-être des biens dans le lot,
mais soit c'est bon, bah, John Woo, là, il vient de faire son remake The Killer. Bon, John Woo, c'est compliqué, j'ai cru comprendre. Je n'ai pas vu les derniers, mais. Par contre, Choi Yar, je crois qu'il fait beaucoup de films pour la Chine. Enfin, oui, il n'a pas trop le choix, oui. Il n'a pas trop le choix, mais du coup... Il y a des films qui sont réalisés à 3 ou 4 personnes. Ouais, il n'a plus sa créativité, il n'a plus la liberté créatrice. Il paraît que les détectives 2 et 3 étaient très bien, il paraît. Hein, ah oui, mais je suis sûr que dans le lot, il y a du bon dans ce qu'il fait, dans l'artisanat. Mais de ces films d'avant, les Time and Tide et tout, je ne suis pas certain qu'ils puissent les faire encore, quoi. Mais, de toute façon, aurait-il l'énergie pour les faire? Quand on voit John Woo, son remake à Paris de The Killer, bon, tu sens que c'était une fausse bonne idée, de toute façon. Oui. Voilà. Mais Johnny To, lui, alors je crois qu'il a un projet en cours, là. J'ai vu passer ça. Je crois que Johnny To fait partie de ces réalisateurs qui étaient connus grâce au festival en Occident. Il passait à Cannes et ce genre de trucs, et on l'a un peu laissé sur le carreau, un peu comme Takeshi Kitano au Japon. On a arrêté de distribuer ses films, quoi. Mais il en fait terrible, hein. Kitano, il fait toujours des films. Il y en a un qui n'est jamais sorti en France et l'autre qui est fini sur Prime. Hein. Voilà, apparemment, il revient Johnny To en 2027 avec un film avec Tony Long. Voilà, donc écoute, ça va être, pour le coup, on sera dans le film hongkongais d'antan, mais on va se demander qui va le produire aussi. C'est ça la question. Sachant que Johnny To, on l'a pas dit, il a sa boîte de prod à lui, il a sa liberté. La Milky Way, oui. Voilà. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'il a gardé son indépendance. Il a refusé de se vendre, entre guillemets. Bon, il a gagné certainement moins d'argent que John Woo et Choi Yar. Je crois que c'est John Woo qui avait dit que lui, qu'il était content de gagner de l'argent, qu'il le méritait bien. Voilà. Mais Johnny To, lui, je pense qu'il doit vivre dans un appartement assez modeste et tout tranquille à faire son cinéma. Après, il y a aussi que Johnny To a eu de la chance d'arriver un peu après la rétrocession, quand les 3 autres étaient partis, le Big Three, la nouvelle hongkongaise, étaient partis en Amérique pour tenter leur chance. Ça n'a pas très bien marché, surtout pour Choi Yar qui est revenu vite. Mais... Bon, là, on est sorti de la zone spoiler pour cette conclusion. Dans l'idée où, en effet, Johnny To, je crois qu'il a même eu des propositions américaines et tout. Ah oui. Mais bon, je pense qu'il n'a jamais voulu se franchir le pas parce qu'il sentait qu'il n'aurait pas la possibilité de faire ce qu'il veut, tout simplement. Et je pense qu'à un moment, c'est quelqu'un... Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est plus, on va dire, comment dirais-je, plus intègre qu'un John Woo ou Choi Yar. C'est pas ça. Comme tu l'as dit, il est venu après, Johnny To. Alors que Choi Yar et John Woo, ils avaient déjà fait beaucoup de choses, ils étaient peut-être un peu fatigués. Oui. Ils ont peut-être voulu profiter de certaines choses aussi. On ne va pas leur jeter la pierre. Mais Johnny To, lui, il est arrivé à un temps où il voulait rester dans cet artisanat. Et peut-être que dans cette idée, un peu à l'image du film, on ne va pas revenir dans la zone spoiler, mais cette idée de mémoire et de transmission, de garder le cap, lui, et de faire ses choix, lui, il ne va pas forcément se laisser porter par le destin d'un ailleurs. Il va faire ses choix. Ouais. Et ce film, c'est très Johnny To, peut-être, en fait. Oui, voilà. C'est il a complètement mis de lui là-dedans, oui. Mais bon, ça, en tout cas, pour le dire, Exilé, c'est un très grand film de cinéma. Oui. Ça fait partie de ces très bons Heroic Bloodshed, alors assez miraculeux vu la date de sortie, parce qu'il faut se mettre en tête que la plupart des très grands films dans ce genre-là datent les années 90. Enfin, 80-90. Oui. Là, surtout les années 90, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu... Et là, on a quelque chose qui presque, j'imagine, quand les gens l'ont vu à la sortie, les gens qui étaient déjà fans du cinéma de Choi Yar ou de John Woo, ils ont dû se dire « Oh my God, quoi, qu'est-ce qu'on a là ?» Attention, il y en a d'autres, probablement des très bons films dans le genre, peut-être d'auteurs moins connus, j'imagine d'ailleurs, qu'on pourrait en trouver. Mais il y a Choi Cheong qui vient en ce moment, que celui qui a fait City of Darkness, qui ressuscite un peu le cinéma hongkongais, qui depuis il va dans des styles différents. Il fait par cinéma chinois, oui. Mais... Il ouvre des styles différents, des univers. Oui, mais il reste dans cette industrie purement. Il ne collabore pas avec les boîtes de prod de Chine continentale. Voilà. Mais bon, en tout cas, Johnny To, alors on vous conseille The Mission aussi, bien sûr. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous conseiller d'autres Johnny To. En Breaking News, ça paraît évident. Breaking News, ce genre de trucs, des grands noms. Moi, Élection 2, peut-être, vous m'avez dit, mais t'es un malade de ne pas avoir continué et de ne pas avoir vu Élection 2. Ah, ouais. L'élection 1 et 2 qui sont sortis juste avant Exilé. C'est vraiment la même période-là. Donc, c'est vrai que lui, sa période-là, il s'est fait connaître vraiment avec The Mission fin 90, début 2000. Et après, il a enchaîné. Et c'était le genre de gars, un peu moins depuis quelques années, mais à accumuler des projets, à avoir 2-3 projets en même temps en tête. Oui.
Voilà. Un peu comme beaucoup de réalisateurs japonais, je pense à Takashi Miike aussi. Oui, Takashi Miike qui sort 4 films par an aussi, oui. Mais qui va d'ailleurs faire un film apparemment un peu plus ambitieux là bientôt. Là. Ça Ah oui. Ouais, ouais. Je sais plus si c'est pas un remake de quelque chose là. C'est passé là. Ça me dit quelque chose, ouais. Il va faire. J'ai plus le truc en tête, mais un film assez intéressant. Mais Takashi Miike, ça c'est notre domaine réservé avec Romain Rimbaud. Parce qu'on fait notre journal de Miike. Ah oui, vous avez fait Zebraman 2, oui, c'est vrai, récemment. Zebraman 2, Kraus 2, voilà, il va faire un remake de Bad Lieutenant. Bad Lieutenant, ouais, à Tokyo, visiblement. Alors, je sais pas lequel, du coup, parce que, ouais, bon, voilà. Mais en tout cas, à suivre. Mais Johnny To, on va le suivre s'il fait son projet en 2027 avec Tony Long. On sera content de voir ce que ça donne, en espérant que ce soit un projet libre, surtout. C'est surtout ça qui est important. La liberté, l'artisanat, surtout que il a ce petit côté très artistiquement libre, Johnny To. D'ailleurs, ses films, de ce que j'ai vu, c'est à chaque fois très carré. On sent que c'est quand même très storyboardé, potentiellement écrit. Mais il y a une idée de liberté dans ces personnages aussi. Il y a des scènes comme ça qui sortent un peu. Voilà. On pense à The Mission avec scène dans la carrière. Oui, c'est ça. The Mission, mais... Il laisse respirer ces trucs. Mais en tout cas, merci beaucoup, Skull Kid. Alors, Skull Kid, vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Twitch aussi. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait grand chose sur Twitch. Vraiment, je me concentre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ma chaîne YouTube, oui, qui est plus ou moins. Il y a plus ou moins des trucs qui sortent dessus régulièrement. Des fois, tu parles de Feldup. Voilà, tu parles de Feldup. Je parle de Feldup, je parle de cinéma, je parle de culture au sens large. Culture, moi, ma bio sur YouTube, c'est culture et politique, le tout sans aucune légitimité. Et je trouve que ça résume assez bien le truc. Et puis sur la 7e illusion aussi, on fait. La 7e illusion, je suis un personnage secondaire, j'arrive de temps en temps. Il n'y a pas de personnage secondaire au principe pour la 7e illusion, c'est un collectif. Oui, mais il y a des gens qui interviennent plus ou moins souvent. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup et au plaisir de se retrouver évidemment. Alors, la 7e illusion, ça c'est certain, mais aussi là pour d'autres aventures mystérieuses. On se laissera porter par le destin, à moins qu'on joue à pile ou face. Oui. On va jouer à pile ou face et jeter des canettes en l'air. C'est ça. Attention, quand elle va retomber, il ne faudrait pas que ça soit trop le chaos en dessous. Hein. Voilà. Et surtout, vous, en commentaire, on vous demande donc, de nous dire ce que vous avez dans le cœur par rapport à ce film. Moi, je sais que pour certains, c'est le film préféré, par exemple, de quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Théo Jouvenot, que je salue s'il passe par là, parce que je l'avais vu passer par l'époque. Donc, s'il tombe sur cette vidéo, on le salue. Et il pourra nous dire en commentaire pourquoi c'est son film préféré, parce que c'est un film qui est super bien noté. Vous avez sur Sens Critique, par exemple, tous mes éclaireurs, c'est du minimum 8 sur 10. Ça, c'est très rare, ça. C'est très rare, la réputation de ce film-là. Et elle n'est pas galvaudée, la réputation. Voilà, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais en tout cas, on vous attend au tournant, on discute, on ouvre le débat, on échange, puisque ces vidéos ne sont que le début d'un échange qui sera éternel. Enfin, éternel tant qu'on est là, quoi. De toute façon, rien n'est éternel. Tout vu le monde dans lequel on vit, ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Salut. Ciao.